D'accord, merci beaucoup. Margaret Manegos, je me tourne vers vous. Vous avez produit des films en France, en Allemagne, des coproductions. Quelles sont, selon vous, les principales différences dans le financement des films entre les deux pays? Dans le financement, il n'y a pas grande différence, surtout depuis que le crédit d'impôt a été créé en Allemagne. Ça nous a beaucoup surpris, parce que lors de la Berlinale, on a fait une rencontre franco-allemande avec M. Neumann, c'est-à-dire en février. Il avait préparé un beau discours, mais il a commencé par le dialogue avec les producteurs allemands et français qui étaient présents. Après, il a plié son discours, il l'a remis dans sa poche et il a dit « J'ai compris ce dont vous avez besoin et c'est ce que vous appelez en France le crédit d'impôt. Je vous promets, vous l'aurez avant la fin de l'année. » Et il l'a fait. Il a tenu sa promesse. Il l'a fait. Et est-ce que le périmètre du crédit d'impôt est comparable à celui de la France? Il est beaucoup plus ouvert que celui de la France. Je dois dire que le pays le plus ouvert pour les coproductions, c'est l'Allemagne. La France pénalise les coproductions sur le fonds de soutien. Elle est beaucoup plus protectrice que l'Allemagne. Pour l'Allemagne, un Allemand est égal à un Français parce que nous sommes tous des Européens. Et ce n'est pas le cas en France. Qu'est-ce que vous reprochez alors au crédit d'impôt français? Qu'il est trop strict? Je ne reproche rien. C'est comme ça. Je vous dis un fait. J'ai l'impression que vous avez envie qu'il évolue quand même. Pardon? Vous avez envie qu'il évolue, le crédit d'impôt français, non? Mais je ne sais pas, si vous voulez, il faut savoir ce qu'on veut. Ou on veut s'ouvrir aux coproductions, ou on veut mettre des barrières aux coproductions. C'est un choix que la profession doit faire. Et si la profession se met d'accord sur l'un ou l'autre des systèmes, à ce moment-là, on fait comme d'habitude. On va au CNC, on va dans les différents ministères, on se bat et presque toujours on obtient. Très bien. Et entre les deux systèmes français et allemand, est-ce que vous voyez, vous, des incompatibilités? C'est très sophistiqué. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'incompatibilité absolue, mais c'est un tricot minutieux qu'il faut faire. Par exemple, si vous voulez avoir accès au crédit d'impôt français et au crédit d'impôt des DFFF pour le même film, là, il faut se lever tôt et tricoter minutieusement. C'est comme une dentelle à faire. Et donc, vous avez été à l'origine de la création du mini-traité, donc c'était en 2001. Oui, en fait, si vous voulez, ce mini-traité s'est créé sous la pression de nos collègues allemands. On était un peu frileux en France. Comment investir de l'argent dans le cinéma allemand? Ça paraissait absurde à l'époque. Et sous la pression de nos collègues allemands, et je crois me souvenir, c'était le règne de David Kessler à l'époque, on a pu faire entendre que bien sûr, il y aura de l'argent français dans le cinéma allemand, mais il y aura de l'argent allemand dans le cinéma français. Et quand on regarde les statistiques depuis 12 ans, il y a plus d'argent allemand dans les films français que d'argent français dans les films allemands. Et comment vous l'expliquez ça, alors que les producteurs français ne sont toujours pas décidés à investir dans des coproductions allemandes, franco-allemandes? C'est une question de sujet, d'auteur. Pour dire franchement, en ce moment, le cinéma allemand, malheureusement, n'est pas à la mode en France. Comme à d'autres époques, le cinéma italien pouvait être à la mode, ou le cinéma britannique. C'est une entente. C'est quoi une coproduction? C'est une entente, un amour commun d'un scénario, de la qualité d'un scénario qu'un producteur allemand, un producteur français aiment, s'enthousiasment à égalité, qu'ils se mettent d'accord sur un metteur en scène dans lequel ils donnent leur confiance tous les deux. Et ça, c'est la base de tout, avant de passer au financement, avant de passer à comment réaliser le film. Et pour vous, quel est le pays le plus attractif? Où vous préférez faire des films? Ça dépend des sujets.
Ça dépend des sujets. Oui, il y a des sujets, si vous voulez. En gros, en dehors du problème du studio, un studio est un studio n'importe où dans le monde. Ils sont insonorisés, bien équipés, avec des loges. Il n'y a pas de. Mais disons que c'est tout ce qu'on ne peut pas tourner en studio. Des parties d'un film ou des films entiers dont le scénario n'est pas adapté au studio, c'est le scénario qui décide où on doit tourner. C'est les acteurs. Est-ce que vous devez tourner en langue allemande ou en langue française? Nous avons fait le Ruban Blanc. Ça aurait été absurde de le faire en langue française, de vouloir le tourner en France. Nous avons coproduit Amour aussi avec l'Allemagne. Comme c'était entièrement en studio, on aurait pu le tourner en Allemagne, on aurait pu le tourner avec des acteurs allemands, mais il se trouve que M. Haneke l'a écrit pour Jean-Louis Trintignant, et donc c'était un film français. Et est-ce que vous pensez que les distributeurs français manquent d'appétit pour les films allemands? Oui, il y a beaucoup plus de films français distribués en Allemagne que de films allemands distribués en France, c'est vrai. Alors, on a essayé d'améliorer ça avec la création du festival qui a lieu à l'Arlequin, du cinéma allemand, où l'essentiel du public, c'est des distributeurs français qui sont assez assidus pour voir s'ils trouvent un film dans lequel ils ont suffisamment confiance pour investir les frais de sortie français pour le faire valoir. Ils sont un peu frileux, nous y compris, nous les Losanges, parce que nous sommes distributeurs aussi et vendeurs internationaux, mais on ne peut pas se forcer de distribuer un film parce qu'il est allemand. Il faut aimer l'histoire, il faut aimer la réalisation, il faut être ému, il faut être touché par le film. Ça ne se commande pas, si vous voulez. Des histoires d'amour, ça ne se commande pas. Ça vous tombe dessus. Et donc vous, le mini-traité, vous estimez qu'il fonctionne correctement aujourd'hui ou vous êtes un peu déçu, comme vous l'avez vu naître et grandir? Non, on est sans arrêt, comme tout le système français, si vous voulez. On a commencé, enfin nos ancêtres ont commencé après la dernière guerre mondiale, et on a sans arrêt raffiné, amélioré, perfectionner, sophistiquer, trouver des nouveaux contributeurs au fonds de soutien. Et c'est une longue marche, et le mini-traité, il est tout jeune, il n'a que 12 ans, et il est tout à fait améliorable, si vous voulez. En ce moment, on travaille sur un point très précis, c'est permettre les coproductions purement financières, comme nous avons la possibilité d'en faire avec l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne. On a fait une note verbale il y a quelques années, 2 ans peut-être, dans laquelle on a dit oui, on veut ça, mais toujours le protectionnisme français est intervenu en disant oh là là, attention, d'accord pour les coproductions financières, mais il faut au moins 25 points sur la grille de l'agrément, c'est-à-dire de l'industrie française. C'est une différence notable entre les coproductions financières que nous avons bâties avec l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne. L'Allemagne est plus vissée pour obliger d'employer des Français ou de l'industrie. Mais on est plein d'espoir parce que beaucoup, grâce aussi à mon voisin, on se penche maintenant sérieusement sur la question et on en a beaucoup parlé aux rencontres franco-allemandes à Nancy également. Et je pense que j'espère que dans très peu de temps, ça va aboutir. Merci. Justement, Pierre-Emmanuel Le Serre, je me tourne vers vous. Ce mini-traité, est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous décrire comment il fonctionne précisément et après, on verra peut-être les pistes d'évolution. Oui, alors c'est toujours une joie pour moi. Vous l'avez dit, je suis arrivé il y a très peu de temps et je suis arrivé une semaine avant la tenue des rencontres franco-allemandes à Nancy. Lors desquelles j'ai pu mesurer à quel point l'outil que nous avons en termes de partenariat franco-allemand est unique. Alors, il fonctionne plus ou moins bien, je pense qu'il est évidemment améliorable, comme l'a dit Margaret Menegoz, mais il est unique, en ce sens où il va bien au-delà d'un accord de coproduction traditionnel que nous avons noué avec beaucoup de pays. La France est le premier pays au monde
en nombre d'accords de coproduction avec des pays, d'accords de coproduction bilatéraux. Mais avec l'Allemagne, ça va beaucoup plus loin, dans le cadre du mini-traité qui a été signé en 2001, puisque non seulement vous avez l'accord de coproduction traditionnel, mais vous avez par ailleurs un fonds de soutien sélectif doté de 3 millions d'euros chaque année, qui permet de soutenir, dans le cadre d'une commission que connaît bien Margaret, un certain nombre de coproductions franco-allemandes grâce à un soutien qui, encore une fois, fait 3 millions d'euros par an. Donc c'est très, très substantiel. Et donc combien de coproductions sont concernées par an à peu près ? Alors vous en avez à peu près 10 à 16, selon les années récemment, qui ont pu être soutenues par ce fonds sélectif. Encore une fois, ça ne prend pas en compte l'ensemble des coproductions franco-allemandes qui sont plus nombreuses que ça. Mais depuis l'instauration du mini-traité et de ce fonds, on est passé de 3-4 coproductions soutenues par an à 10-16. Donc c'est un soutien, bien entendu, l'artistique prime, hein, c'est comme les histoires d'amour, c'est ça qui fait les grandes histoires franco-allemandes, mais ce soutien sélectif, cet instrument financier, il a été réellement porteur du développement des coproductions franco-allemandes. Alors il n'y a pas que l'aspect coproduction, il y a aussi l'aspect formation, puisqu'on a un atelier Paris-Ludwigsburg, qui est une coopération entre l'AFEMIS, l'école de Ludwigsburg, et même une école londonienne maintenant, qui permet au stade de la formation d'avoir des échanges franco-allemands. Et puis j'ajouterais ce qui est en cours là de constitution, qui est la création d'un fonds d'aide au développement des projets. Donc on est entre la formation et la coproduction, un fonds qui serait doté de 100 000 euros par chaque État pour aider des projets, mais au stade du développement. Et là, après 2 ans d'échanges diplomatiques entre les ministères et les CNC et le FFA allemand, on devrait pouvoir le mettre en place cette année. Et Margaret Ménégoz pointait une certaine rigidité dans l'application du mini-traité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Le mini-traité, comme je l'ai dit, il est permis de faire passer en âme de... Là, c'est vraiment statistique. Hein, le nombre de coproductions, en gros, on a multiplié par 5. Le nombre de coproductions agréées. Donc, c'est quand même un outil formidable, au contraire de développement du franco-allemand. Après, les dispositifs nationaux qui sont utilisés quand on finance un film, les producteurs essayent d'émarger à l'ensemble des soutiens possibles. Et là, évidemment, les systèmes ne sont pas toujours compatibles. Mais il n'en reste pas moins que dans le cas... Mais dans le cas de nos dispositifs, notamment d'incitation fiscale, on a 2 crédits d'impôt en France, donc on peut quand même avoir deux guichets en la matière. Et il se trouve que le nombre croissant de coproductions fait qu'on est sur un système qui, au global, est quand même très, très, très positif. Et quelle piste, alors, vous voyez, vous, pour faire évoluer ce mini-traité ? Alors, la première piste, c'est celle dont on a parlé, qui est l'instauration effective de ce fonds de développement pour qu'on soit présent sur la formation, sur le développement, sur les coproductions. Et puis, il faudra bien entendu, Frédéric Brodin l'a dit d'ailleurs aux rencontres franco-allemandes, il faudra insister sur la diffusion et la meilleure diffusion de nos films de part et d'autre. Donc, ça veut dire que ce fonds de développement, c'est très important pour aider la relève aussi et préparer les films de demain. Et puis, vous avez toute la discussion actuelle sur les coproductions financières qui n'est pas terminée, puisqu'il faut vraiment qu'on s'accorde avec les Allemands là-dessus sur quels sont nos intérêts et éviter qu'on aille vers un système où on ne fasse finalement que des coproductions financières, alors que tout l'intérêt du système actuel, c'est quand même d'avoir des coproductions artistiques très très fortes et traditionnelles. Et c'est ce segment-là que l'on veut développer avec tous les liens que l'on a réussi à créer. Et est-ce que vous envisagez une mesure pour une meilleure distribution des films allemands en France dans le cadre de ce mini-traité ? Alors nous avons déjà des dispositifs qui aident, c'est des dispositifs français qui aident la distribution en salle des films étrangers. Et donc c'est là-dessus que l'on doit s'appuyer. Après, pour créer une envie de films allemands ou franco-allemands en France, ça passe aussi par d'autres outils et l'animation d'un public qui a envie de ce cinéma. Margaret disait, le cinéma allemand n'est pas à la mode, c'est fort regrettable. Et donc c'est à nous aussi de faire en sorte, via nos rencontres, de le rendre à la mode, désirable pour notre public, qui est quand même un public extraordinaire. La France, c'est à presque 200 millions d'entrées par an, ce qui n'a pas d'équivalent en Europe. Et donc c'est sur la base de ce public très cinéphile que l'on peut
provoqué ce désir de cinéma allemand. Alors oui, il y a des aides par ailleurs par nos associations et nos organismes tels que German Film ou Unifrance pour la distribution en salle de nos films. Et alors l'Allemagne fait beaucoup de coproductions minoritaires. Est-ce que pour vous c'est un exemple à suivre pour la France, pour les producteurs français? Alors on en fait beaucoup aussi. C'est vrai qu'on dit souvent, notamment à Bruxelles, que les Allemands sont extrêmement présents dans l'ensemble du cinéma européen via des prises de participation, des coproductions minoritaires des Allemands dans les autres cinémas. Mais alors, on a un peu regardé les chiffres. Grosso modo, la production allemande et la production française, c'est 25% de coproduction minoritaire à chaque fois. Donc nous sommes également très présents via des coproductions minoritaires dans l'ensemble du cinéma européen. Et puis nous avons quand même créé il y a 2 ans l'aide au cinéma du monde, qui est un guichet universel doté de 6 millions d'euros par an et qui permet d'aider aujourd'hui, dans les lauréats, 40% de films européens. Donc les Allemands sont très présents en coproduction minoritaire, les Français également. Et quel rôle peuvent jouer les deux gouvernements, côté français et côté allemand? Alors je pense que là, pour le coup, c'est une question à poser vraiment à l'ensemble des participants de la table ronde. Je pense que l'enjeu européen, on a une coopération bilatérale qu'on va développer, mais qui est déjà très forte. Et qu'on va développer parce qu'on voit qu'elle peut, sur l'ensemble des stades d'une œuvre, se développer et créer cet esprit franco-allemand dans le cinéma. Mais nous avons un enjeu européen très fort. Cette année, il y a les élections au Parlement européen, il y a une nouvelle commission européenne qui s'occupera des sujets audiovisuels et cinématographiques. Et là, les positions franco-allemandes sont extrêmement importantes pour faire avancer le dossier et pour créer vraiment cette Europe des solidarités dans le cinéma. Et est-ce qu'en France, la multiplication des guichets pour boucler le tour de table d'un film, ça ne constitue pas un frein, notamment pour mettre en place les coproductions? Est-ce que ce n'est pas plus compliqué, en somme, de faire un film en France qu'en Allemagne? Là, je pense qu'aussi l'ensemble du milieu professionnel pourra répondre à cette question. Le système français est relativement sophistiqué, c'était comme le système allemand d'ailleurs, et donc toute sophistication, tout raffinement d'un système impose de créer des aides bien spécifiques pour aider un certain stade d'une œuvre ou certaines productions en particulier. Donc c'est peut-être un peu le revers de la médaille que d'avoir autant de guichets. Cela dit, d'un point de vue anecdotique, je ne suis pas certain que le système allemand soit beaucoup plus simple que le système français. Quand on pense à un film récent qui s'appelle Whisky, alors j'ai perdu le titre du film, qui raconte l'histoire, la difficulté de produire en Allemagne un film en raison de la démultiplication des guichets. Un film d'Andreas Dresen, Whisky auf... ma collaboratrice Magali, Whisky mit Vodka, qui raconte aussi pour une équipe de tournage les difficultés bureaucratiques et autres qu'il y a en Allemagne à faire un film. Je pense qu'on pourrait faire évidemment l'équivalent en France, donc ça ne serait pas whisky, mais ça serait autre chose, pastis mit quelque chose d'autre. Mais donc on a tous des histoires à raconter de difficultés d'aller émerger à l'ensemble des guichets. En même temps, c'est quand même un soutien assez formidable à notre industrie. Je vous en prie, allez-y, oui. En général, c'est toujours difficile de dire les choses en général, mais dans toutes ces 20 ans passés à travailler avec l'Allemagne, je me suis aperçue que le potentiel commercial en salle d'un film, c'est un critère en Allemagne, alors que pour les subventions en France, ça n'est pas un. Donc il y a quand même, quand on dit c'est sur votre tableau là tout à l'heure, c'est une orientation, c'est une production plus industrielle, c'est vrai. Nous, assez récemment, on a obligé les demandeurs de différents guichets de subventions de présenter un distributeur, ce que je trouve normal. Si quelqu'un doit investir de l'argent dans un film, on veut savoir comment le film va être exploité. C'est quelque chose qui existe d'origine en Allemagne. Ça, c'est une différence, disons, de conception du cinéma. Je pense que c'est plus juste de dire comme ça que de dire culturel ou industriel, parce que c'est pas très précis.
Mais comment vous analysez, par exemple, Margaret Ménégoz, l'audience des films allemands en France? Vous disiez que le cinéma allemand n'était pas très à la mode. Il y a des miracles. Il y a des miracles parfois. Il y a des miracles de films allemands en France, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de spectateurs en France sur une année pour des films allemands, même si on met dans la moyenne Goodbye Lénine, La Chute, La vie des autres, les grands succès, que des spectateurs pour le cinéma français en Allemagne. Alors, est-ce que c'est... je ne sais pas, parce que je ne peux pas raisonner comme ça. C'est des choses... Est-ce que ça a toujours été comme ça, historiquement? Est-ce qu'il y a toujours eu moins de spectateurs français pour les films allemands moins de films allemands à la télévision française que des films français à la télévision allemande, moins de spectateurs en salle, moins de films distribués. Pendant très longtemps, l'Allemagne a produit nettement moins de films que la France. Mais je pense que c'est une des raisons de fonder le mini-traité était que nous étions assez en non-speaking terms avec nos collègues allemands et qu'il fallait qu'on se réunisse régulièrement pour échanger, être au courant des projets, pouvoir s'intéresser aux projets les uns des autres. Et les 2 premières années, c'était des panels de chaque côté, des panels d'exploitation, de distribution, de production et tout ça. Et la 3e année, je me suis aperçue qu'il y avait un grand groupe qui discutait dans le jardin. Et je me suis dit, ça y est, on est en train de réussir. Ils parlent entre eux de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est le but de cette entreprise du mini-traité essentiel. Donc vous êtes satisfaite sur ce point? Oui. Parfait. Merci. François Doge, je me tourne vers vous. Donc, comme je l'ai dit, vous dirigez l'association fêtière des associations en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous faire un point général sur la façon dont on fabrique les films en Allemagne? Comment ça se passe? Vous avez un micro. Alors, c'est très simple pour moi. Il y a un peu de tout en France. La façon de faire des films, on peut avoir des films avec un petit budget, où c'est très comparable à ce qui se passe en Allemagne. Il y a une grosse différence qu'on voyait dans les questions. Le premier assistant, le système du premier assistant qui a une responsabilité juridique, comme sur les Américains, qu'il y a en France, et qui est peu courant en Allemagne sur un film allemand. Le responsable juridique est un régisseur de plateau. Ça, c'est la grosse différence. Sinon, moi, je vois... c'est assez facile de sauter d'un film à l'autre. D'accord. Et en ce qui concerne la convention collective, est-ce qu'elle existe en Allemagne? Et est-ce qu'elle est bien appliquée? Voilà. Alors ça, c'est la grosse différence. Les heures de travail sont régies, les bases légales sont absolument là. Il y a d'abord l'Arbeitszeitgesetz, qui est une loi sur le temps de travail, qui est la loi générale pour tous les travailleurs. Et les gens du cinéma font un Tarifvertrag, une collection collective qui est en train de se discuter, qui n'a pas encore été signée, c'est valable tous les 3 ans, c'est-à-dire que la dernière s'est terminée le 31 du 9 2013, qui, elle, autorise à travailler plus longtemps. Et là, les dernières 3 années, on avait le droit de faire 13 heures par jour en Allemagne. Et pour détourner la loi qui dit maximum 10 heures, ils ont marqué sur la loi que dans ces 13 heures, il devait y avoir 3 heures d'attente, c'est-à-dire de mise à disposition, comme un médecin fait, etc. Ce qui n'est pas possible, ce qui était simplement une façon de détourner la loi. Alors ça, vous dites que la loi, la réglementation allemande est systématiquement détournée dans le cadre des conventions collectives? Voilà. Ou c'est des exceptions à la règle? Non, alors, il y a eu, par exemple, les 7 dernières années. Alors, il n'y a eu que 2 sociétés qui ont eu des problèmes. Une a fait faillite parce qu'il faisait avec un réalisateur très connu, Dominique Graf, qui lui faisait minimum 16 heures par jour, mais tous les jours. Donc, il ne respectait pas les 11 heures. Et à ce moment-là, il y a eu au milieu d'un tournage de nuit, quelqu'un qui est arrivé des services de contrôle et qui a bloqué le tournage et qui a demandé d'avoir un autre plan de travail permettant de faire moins d'heures.
et ce qui a rajouté 10 jours de tournage à tout etc. La société n'a pas supporté. Et il y a eu un autre film qui était sur un film américain de Babelsberg, où là, les rapports des heures de travail avaient été trichés. C'est-à-dire ils ont demandé aux gens de modifier les rapports des heures de travail. Et ensuite, il y en a un qui s'est plaint. Et c'est les seuls 2 cas qui ont eu des problèmes. Tous les autres n'ont jamais... C'est-à-dire qu'il y a très peu de contrôle et très peu de remise en question de ceux qui violent ces conventions collectives. Voilà. Et, on a fait, il y a 7 ans, c'est-à-dire que l'association fêtière de toutes les associations, qui représente environ 5000 personnes, on a fait le tarif Treuer depuis 7 ans, qui est la fidélité à la convention collective. Et ça fonctionne comme ça. Une personne ayant signé un contrat qui ne respecte pas la convention collective, ou alors qui au bout d'une semaine peut donner son contrat, envoyer son contrat, il faut qu'il le soit complet, on voit son nom, son travail, etc. Ce contrat est déposé chez un avocat qui lui contrôle le contrat, et ensuite il est resté là. Après on reçoit seulement une copie sans le nom, sans la position, et on demande aux collègues il nous faut minimum 3 contrats qui ne respectent pas la convention collective. Et sur la même production. Sur la même production, sur le même film. Est-ce que ça marche, cette procédure? Alors cette procédure, il y a eu jusqu'à maintenant seulement 16 productions qui se sont annoncées ces 7 années. Ça fait 2,3 films, disons, par année, ce qui est pas assez. Et c'est simplement les gens n'osent pas. Simplement, même s'ils ont un contrat, les gens n'osent pas pour peur de perdre. Après, ils sont grillés dès le moment où la personne lui-même, ils ont peur, même si c'est complètement anonyme, ils ont simplement peur d'être grillés et de ne plus pouvoir travailler. Et l'Allemagne fait aussi beaucoup de films de télévision. Est-ce que les conventions collectives sont les mêmes pour le cinéma et la télévision? Absolument, c'est les mêmes. Voilà, D'accord. il y a un syndicat qui est Verdi, qui dit que c'est le 2e plus gros syndicat du monde, qui lui fait la convention collective, et j'ai fait partie l'automne passé, là, et c'est le même pour les intermittents du spectacle. Et, mais on a l'impression quand même que les associations que vous représentez se substituent un peu aux syndicats. Comment vous travaillez avec les syndicats ? Pour justement qu'il n'y ait pas trop d'interférences ou Non, c'est pas du tout comme ça. Le syndicat est vraiment travaille comme un syndicat, alors qu'une association, travaille plus pour le futur et dans l'avenir et pour nous améliorer. Nous, dans l'association des cascadeurs, nous avons eu la possibilité de discuter avec les assurances et d'être dans les choses positives. Et maintenant, tous les cascadeurs allemands qui sont dans notre association ont une assurance obligatoire et ils ne payent que 144 € comme assurance, comme RC professionnel en tant que cascadeur, ce qui est très, très... Et c'est plutôt ces choses-là qu'on essaie d'atteindre, d'avoir des droits d'auteur. Depuis le 1er janvier, il y a maintenant... Et là, aujourd'hui, vous avez des droits d'auteur. Et voilà, alors depuis cette année, depuis le 1er janvier, il y a les cascadeurs, tous les gens du cinéma. Il y a une Ergänzungsvertrag qui a été signée, et c'est seulement pour les films de cinéma, où il y a le producteur, depuis le premier euro qui doit rembourser aux aides, comme ça c'est une façon, il doit donner 7% et demi, qui est une participation aux bénéfices pour les droits d'auteur et qui est répartie entre à peu près tous les membres de l'équipe. Voilà. C'est très social, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens, depuis d'abord le réalisateur, les chefs, les caméramans, etc. C'est réparti sur tout. Et est-ce qu'en Allemagne, il y a des différences entre les Länder ? Alors, je veux dire dans la façon de travailler, la façon d'aborder les tournages. Non, on ne peut pas dire qu'il y a une différence. Il y a des grosses différences de salaire. Entre Munich et Berlin, c'est pas les mêmes. Les loyers tout est bien meilleur marché à Berlin. Et là, il y a des grandes différences. Je connais un producteur qui, à l'époque, mais il y a 10 ans de ça, disait: j'ai déplacé toute ma production d'une série de Munich à Berlin, et sur les salaires, j'économise 15%. D'accord, donc c'est vraiment Berlin qui joue la compétition. C'était surtout, après la chute du mur, c'était
C'était en 2003. Et c'est moins le cas maintenant. Il y a encore ces différences de salaire entre les landers ou c'est moins. Voilà. Enfin, moi, je vois vraiment ça dans les cascadeurs. Entre Hambourg et Munich, ce sont les villes les plus chères, où, quand ils font un devis, il y a une concurrence beaucoup moins grande qu'à Berlin. Merci.